Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Partir en vacances avec cette série estivale des dessous de la littérature. Alors vous est-il déjà arrivé de partir en voyage uniquement par la force d'un style ? Vous savez, de sentir à travers les pages la moiteur d'un port tropical par exemple, les vapeurs de rhum tiède, le parfum un peu lourd des fleurs humides, de lire et d'avoir l'impression d'être là, dans un ailleurs trouble, nocturne, fascinant. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi sur les traces d'un écrivain voyageur un peu particulier. Parce que c'était pas vraiment un explorateur au sac à dos, pas un aventurier au pied calleux, non plutôt un dandy. Il faut s'imaginer un jeune homme blond, au regard ironique, toujours affublé d'un costume un peu trop bien taillé pour les rues poussiéreuses qu'il fréquente. Un écrivain qui aime observer les autres, les écouter, s'en imprégner, pour mieux les transformer en personnages. Aujourd'hui, on part en voyage avec Truman Capote, et pas n'importe où, direction Haïti, à la fin des années 1940, là où il traînait ses mocassins vernis entre les bars, les bordels et les ruelles brûlantes de Port-au-Prince. Mais avant d'embarquer, laissez-moi vous raconter qui il était, car pour comprendre ce voyage, il faut d'abord comprendre l'homme. Truman Capote naît le 30 septembre 1924 à la Nouvelle-Orléans. Autant dire que c'est dès le départ un enfant du Sud, un enfant des histoires, un enfant des secrets. Son véritable nom, c'est Truman Streckfus Parsons. Mais ce nom ne lui convenait pas et il en changera plus tard, comme on change de costume, pour adopter celui de Capote, le nom de son beau-père. L'enfance de Capote n'a rien d'un conte paisible. Il est élevé par des cousines, un peu par hasard, un peu par négligence, dans une atmosphère de vieille maison sudiste avec des rideaux de dentelle et des meubles cirés. Il s'ennuie, il observe, il écoute. C'est à ce moment-là qu'il découvre ce qu'il fera toute sa vie, regarder les autres pour mieux les raconter. À 11 ans, il commence à écrire, sérieusement, tous les jours, des histoires, des portraits, des débuts de romans. Il se promène alors avec un carnet à la main, comme d'autres ont des balles ou des billets dans les poches. Et puis, il grandit. Il devient un adolescent effronté, drôle, brillant, agaçant aussi un peu quand même, qui fascine autant qu'il exaspère. À 17 ans, il travaille déjà pour le New Yorker, même s'il n'y est qu'assistant de bureau. Mais il a un but, devenir célèbre. Enfin, pas seulement célèbre par ses mots. Son premier succès, il le doit à Other Voices, Other Rooms, publié en 1948. J'espère que vous admirez mon fabuleux accent anglais. Un roman très personnel dans lequel il parle d'un garçon qui découvre les secrets de famille au cœur du Sud profond. Capote pose déjà les bases de ce qui fera son style, une écriture sensuelle, très travaillée, un goût du détail presque pictural. Et surtout, un mélange d'attirance et de répulsion pour l'étrange, le marginal et le nocturne. Mais Capote, ce n'est pas qu'un romancier, puisque c'est aussi un reporter, un explorateur des marges. Et c'est ainsi qu'il deviendra l'inventeur, ou du moins l'un des premiers maîtres, du roman Vérité, avec De sang-froid, en anglais In Cold Blood, récit glaçant d'un quadruple meurtre au fin fond du Kansas. Mais ça, c'est pour plus tard. À la fin des années 40, Capote a déjà le succès, le style et les relations. Il fréquente les salons de New York, il se lie avec des écrivains comme Tennessee Williams, il devient l'ami des stars. Et il commence à voyager. L'Europe, l'Asie et Haïti. Pourquoi Haïti ? Eh bien principalement parce qu'il est curieux, parce qu'il aime les endroits où le jour ressemble à une couverture brûlante et la nuit à une promesse trouble. Mais enfin, bon, bref, surtout parce qu'on lui a quand même passé commande. Prêt à embarquer, direction Port-au-Prince, 1949. C'est parti. Nous sommes en 1949. Truman Capote a 25 ans, il est jeune, célèbre, beau garçon, mais ça tombe bien, il n'en a strictement rien à faire, et tant mieux. Mieux encore, il cultive cette différence comme une provocation, ou en tout cas comme son style et sa plume personnelle. Un beau jour, on lui propose un reportage, partir pour Haïti, écrire pour Harper's Bazaar, la prestigieuse revue de mode et de société. Capote accepte un peu sans réfléchir. Parce que, tout simplement, que le seul nom d'Haïti suffit à éveiller son imaginaire.
Haïti, ce n'est pas seulement une île, c'est un roman, un théâtre, c'est le berceau du vaudou, le royaume des esprits, un lieu où les frontières entre le réel et l'imaginaire se brouillent sous le soleil. Capote débarque donc à Port-au-Prince. Il est vêtu comme pour aller à un cocktail chic, sauf qu'ici, les trottoirs sont poussiéreux, on est très loin de Manhattan, les odeurs sont relativement poisseuses, le rhum coule tiède dans les verres, à peine rincés, et il adore ça. Il s'installe à l'hôtel Olofsson, un bâtiment colonial un peu décrépit mais plein de charme, celui-là même qui inspirera plus tard Graham Greene pour son roman The Comedians. Capote y retrouve une faune locale assez diversifiée. Journaliste, écrivain, aventurier, expatrié, raté, militaire à la retraite, prostituée, musicien de jazz, trafiquant d'objets d'art africain, évidemment de drogue également. Il est dans son élément. Mais Capote ne vient pas faire du tourisme, il vient regarder, observer et prendre des notes. Dans ses carnets, il décrit donc les bars enfumés, les sourires faussement complices des habitués, la chaleur accablante qui donne aux nuits un parfum d'irréalité. Dans ce rêve-là, Capote va donc surtout s'intéresser à ce que la haute société new-yorkaise préfère ne pas voir, les bas-fonds, les bordels, les filles perdues, les histoires sordides. Il nous décrit également les coutumes haïtiennes, comme par exemple celle des funérailles. En Haïti, de telles veillées sont extravagantes, un rituel excessivement strict. Des pleureurs et des pleureuses, étrangers à la famille en général, déchirent l'air de leurs bras, tambourinent de leur crâne le pavé, et tous, à l'unisson, hurlent à la mort comme des chiens. Pour qui les entend, la nuit, ou les voit surgir au détour d'une rue de village, la surprise est si forte qu'on se sent frissonner, et puis on se rend compte que ce sont là essentiellement des mimes. De la terrasse où je m'assieds les matins pour lire ou écrire, je peux voir les montagnes qui glissent, de plus en plus bleues, vers la baie du port. En bas, la ville tout entière de Port-au-Prince, dont les couleurs ont, après des siècles de soleil, pâli jusqu'à des teintes de vieux pastels écaillés. Une cathédrale gris-ciel, une fontaine bleu jacinthe, une grille vert de gris. À gauche, et comme une autre ville à l'intérieur de la première, un grand jardin, couleur de chaux, plein de stèles baroques. C'est ici, dans ce cimetière où les monuments ressemblent à des cages à oiseaux, que l'on va amener sa fille. Des femmes la porteront sur la colline, les unes auront des chapeaux de paille, et les autres des robes à pois. Il parle des funérailles de la fille d'une des personnes qu'il a rencontrées qui s'appelle Hippolyte. Un peu plus loin, Truman s'étonne. Mais dites-moi pourquoi il y a ici tant de chiens? À qui sont-ils et à quoi servent-ils? Miteux, les yeux malades, ils errent le long des rues, en troupeau comme les chrétiens persécutés. Tout à fait inoffensifs dans la journée, mais que vienne la nuit et voyez comme leur vanité s'exacerbe. Et aussi leur voix. Un seul, un autre, puis tous au fil des heures. Vous pouvez entendre, de plus en plus irrités et amers, leur tirade d'imploration à la lune. S dit d'ailleurs que c'est l'inverse d'un réveil matin, car lorsqu'on les entend dans la nuit, et tôt dans la nuit d'ailleurs, c'est qu'il est l'heure d'aller se coucher. Si tôt, moins enfin, pourquoi pas. La ville a déjà fermé ses volets à 10 heures. Sauf pourtant les jours qui précèdent l'ouverture du carnaval. Alors, les bruits des tambours et les chants d'ivrognes sont tels qu'ils découragent les chiens. Évidemment, comme je le disais, le bordel forme un décor à part entière de son ouvrage. Et il nous dit « À part les hôtels, il n'y a que peu de lieux publics où, tard dans la nuit, l'on puisse aller prendre un rhum soda. Les plus engageants de ces lieux étant encore les bordels, qui se terrent parmi les arbres tout au long de Bisonton Road. Toutes ces maisons portent des noms, plutôt complaisants d'ailleurs. Par exemple, le Paradis. Et avec quelle implacable respectabilité le décorum le plus parfait est observé pour la réception. Les filles, dont la plupart viennent de la République dominicaine, sont assises sous le porche central en se balançant sur des rocking chairs, s'éventant avec des cartes postales à l'image de Jésus-Christ et causant sur un ton rieur, aimable et malicieux. On dirait en somme n'importe quel après-midi d'été américain. C'est la bière et non le whisky ou même le champagne qui est jugé ici de rigueur. Et si l'on veut faire impression, voilà la boisson qu'il faut commander. Je connais là-bas une fille qui peut descendre 30 canettes. Elle est plus âgée que les autres et elle se met sur les lèvres du rouge à la lavande. Elle a les jambes faites pour la rumba, la langue pour la médisance. Et tout cela fait d'elle une lady vraiment populaire.
Bien évidemment, au cours de toutes ces observations et au cours de toutes ces méditations sur la population, Truman s'en donne également à cœur joie sur les Haïtiens. Je pense que les plus généreux d'entre nous sont ceux qui, moins que les autres, ont de quoi être généreux. Presque tous les Haïtiens qui viennent chez moi prennent congé en me donnant quelques petits cadeaux, généralement bizarres, une boîte de sardines, une bobine de fil. Mais de tels présents sont offerts avec une telle dignité, une telle tendresse que, ces sardines ont avalé des perles, et ce fil est fait de l'argent le plus pur. Un peu plus loin, il nous décrit Estelle. Estelle, on ne sait pas trop, c'est une femme qui traîne, peut-être est-ce une prostituée ou tout simplement une femme qui vit proche de la rue, proche des boissons. Mais en tout cas, Estelle, d'après Truman, est une des filles les plus grandes qu'il ait jamais vues. 6 bons pieds. Elle a le visage solide et osseux, à la suédoise, le cheveu rosâtre, l'œil vert des chats. Et toutefois, il y a une aura autour d'elle. On a un peu l'impression qu'elle vient juste d'avoir été emportée par une tornade. Qui est Estelle et que fait-elle ici ? Combien de temps va-t-elle y rester ? Qu'est-ce qui l'a fait se lever le matin ? Parfois, cette troisième version de la multiple Miss E fait allusion à son travail. Mais jamais la nature de ce travail n'a porté aucune étiquette. La plupart du temps, elle est assise dans un café du Champ de Mars et, à 10 cents pièce, se paie des ponches. Le barman ne cesse de dormir et toutes les fois qu'elle veut quelque chose, elle va vers lui d'un pas conquérant et lui tape sur le crâne comme si c'était une pastèque bien mûre. Un minuscule chien fou aux oreilles pendantes la suit en tout lieu. Et en général, elle a un autre compagnon, humain celui-là, derrière elle. Son préféré est un homme pâle et compassé qui pourrait être un marchand de Bible. Il se trouve que c'est un artiste de variété itinérant qui sautille d'une île à l'autre avec une valise pleine de marionnettes et une tête pleine de folie. Enfin, il conclut son récit par... Et oui, on va retrouver ici un carnaval, mais celui d'Haïti. Le carnaval lui-même a commencé hier et doit durer 3 jours. Le samedi, un peu après que midi a sonné, les tambours commencent, séparément d'abord, l'un tout en haut dans les collines, l'autre plus près de la ville, et ces signaux s'en vont et s'en retournent, insinuant, insistant, jusqu'à ce que soit établie une vibration unanime qui envahit toute la surface du silence en roulant comme une houle torride. Et ici où je suis, seule dans cette chambre à la couleur d'arsenic, tout ce qui vit semble issu de ce tambour. Pan, pan, tout en plan. Là, regardez là-bas, la lumière dans cette jarre d'eau, une bulle de cristal. Elle se met en marche, roule de l'autre côté de la table, vient crever par terre. Quel souffle! Voilà qu'il accroche les rideaux. Il tortille les pages de la Bible. Le soir est tombé. L'île tout entière n'est plus qu'un bruit de tambour qui s'enfle. De petits groupes de musiciens mettent chaque rue en fête. Ce sont des sociétés secrètes ou des orchestres familiaux, chantant des chansons différentes qui ont l'air d'être la même. Le chef de chacun de ces orchestres a des plumes dans les cheveux et une paire de fausses lunettes teintées, et un costume fou, pailleté et tout en pièces. Tandis que son groupe chante en tapant des pieds, il tourne autour d'eux, remue des hanches comme une meule, met sa tête de côté, à droite puis à gauche, comme un perroquet méchant. Tout le monde rit. Des couples viennent se joindre à eux et se mettent à danser, la tête rejetée en arrière, les lèvres entrouvertes. Tout en plan. Le roulement des tambours fait rouler les hanches, leurs yeux sont des lunes splendides. Maintenant, les tambours reprenaient et les voix des femmes scandaient chacun de ces battements de caisse dramatiquement lents. Pour finir, prenant une poignée de farine et de cendre, il se mit en devoir de tracer sur le sol un verver. Il existe des centaines de verver. Ce sont des dessins très compliqués et quelque peu surréalistes dont chaque détail a sa propre implication. Non seulement leur exécution nécessite la même sorte de mémoire abstraite que celle d'un pianiste capable de jouer par cœur tout un programme de Bach, mais il y a également une habileté technique et un tour de main vraiment exceptionnel. Alors que les tambours soudain prenaient un tour violent et précipité, le Hungan se mit à avancer, plié en deux, enfoncé dans son art et semblable à une araignée écarlate, qui, au lieu de soie, déviderait un effrayant réseau d'entrelacs grisâtres, de couronnes, de serpents, de queues de poissons, de figurations phalliques, Dieu. Alors, le verre achevé, le prêtre retourna vers l'autel, réapparaissant presque aussitôt revêtu de verre, une grosse balle métallique dans les mains.
Il resta là, sur place, et voilà que la balle prit feu tandis qu'un bleu mystique l'enveloppait, semblable aux atmosphères qui entourent la Terre. Vous l'aurez compris, ce séjour à Haïti est prétexte pour Capote de continuer à développer son regard, tendre et un petit peu moqueur également, sur son monde. Parce que c'est ça Capote, ça aussi toujours entre fascination et ironie. Ce séjour en Haïti n'aura pas été une parenthèse anodine. Et Capote comprendra là-bas que le réel peut être plus étrange que la fiction. Il en gardera d'ailleurs ce goût pour le mélange des genres, entre reportage et invention, entre journalisme et littérature. Quelques années plus tard, ce sera de sang-froid. Mais là, à Port-au-Prince, c'est encore l'époque des parfums sucrés, des nuits de rhum tiède, des robes colorées et des histoires d'amour impossibles. Et lui, Capote, assis à la terrasse d'un hôtel d'Ecati, incarné sur les genoux, un verre de rhum à moitié vide, le regard perdu, quelque part, entre la fiction et la vie. Alors si cet été vous rêvez de chaleur tropicale, de nuits étouffantes et de récits un peu troubles, je vous invite à emporter avec vous les récits de voyages de Capote, New York, Haïti, Tanger et autres lieux. Ou mieux encore, le recueil complet Local Color, où l'on trouve différentes chroniques haïtiennes aux accents d'opium. Vous y trouverez Truman Capote, jeune, beau, provocateur, curieux, exactement là où il aime être, au bord du scandale, mais surtout au cœur de la beauté. À très bientôt pour un nouveau voyage littéraire dans un ailleurs fait de pages froissées et de parfums oubliés.